Cette quatrième partie du podcast dédié à PLAC et le lien entre l'écriture et la magie va se concentrer sur des petites astuces héritées de l'hypnose qui vont nous permettre de rendre l'écriture encore plus prenante. J'ai commencé par Freud, et si l'hypnose a été un point de départ pour lui, rapidement il l'a mise de côté, car il était incapable de l'utiliser de manière satisfaisante. L'hypnose, telle qu'il la pratiquait à l'époque, n'a pas vraiment de rapport avec celle que vous pouvez observer maintenant dans les cabinets des psychothérapeutes. Elle était directe, grossière, voire brutale. Elle ne s'appuyait pas vraiment sur les techniques langagières qui ont été affinées par Milton Erickson d'une part, mais aussi par tout un lot de thérapeutes qui ont vu leur travail éclipsé par ce dernier. L'hypnose de Freud était une hypnose dont l'efficacité reposait avant tout sur des suggestions directes. Les patients, flippés par l'autorité du neurologue autrichien, recevaient tout un lot d'ordres qui venaient s'imprimer dans leur inconscient, sans égard pour l'écologie de ce dernier. Le médecin tout-puissant savait ce qu'il fallait faire, alors le patient s'ouvrait naturellement, toute défense psychologique baissée. Même si ce degré de soumission se fait plus rare à notre époque, il y a encore beaucoup de gens qui arrivent chez le médecin tout tremblant. Il est l'autorité suprême sur leur santé, et ce qu'il dit est parole d'évangile. Ce sont autant de suggestions hypnotiques qui vont venir programmer l'inconscient des armées. Alors, si le médecin dit « tout va bien se passer », on peut voir de magnifiques placebos, un état propice à ce que le corps fasse naturellement son travail. Car oui, dans l'immense majorité des cas, quand on est malade, pour peu que l'on ait un mode de vie sain, notre corps est tout à fait capable de gérer les maladies comme un grand. Par contre, quand il dit « attention, ça va faire mal », eh bien, ça fait mal avant même que l'aigu pénètre notre peau. Quand il dit qu'on n'a plus pour longtemps, l'angoisse est tellement forte qu'elle peut faire autant de dégâts que la maladie. D'où ma tirade il y a quelques sous-épisodes de cela. Crédule, ce genre de patient fait du médecin un faux dieu, au pouvoir hélas véritable. Pour revenir à Freud, confronté au déplacement de symptômes, il a jugé que l'hypnose n'était pas un outil adapté pour soigner ses patients. Le déplacement de symptômes, ça correspond à boucher le pot d'échappement trop bruyant de la voiture et s'étonner que ça se mette à fuir ailleurs ou que le moteur connaisse une avarie. Directement après Freud, j'ai eu l'occasion de lire Des pouvoirs illimités d'Anthony Robbins. J'ai trouvé ça passionnant, et si l'essentiel des techniques présentées provenait de la PNL, la programmation neurolinguistique, un dérivé de l'hypnose ericksonienne, je suis passé une fois de plus à côté de la source. Il m'a fallu attendre 10 ans d'exploration de techniques psychothérapeutiques diverses pour que je finisse par me pencher sérieusement sur l'hypnose et que je suive une formation relativement sérieuse. Cette approche est tellement puissante par rapport à bien des techniques rencontrées en chemin qu'elle m'a profondément marqué. Je l'ai portée au nu pendant des années pour mieux la voir s'écrouler à mes pieds. C'est ce qui arrive souvent quand on adore plutôt qu'on admire, et qu'aveuglé par l'engouement, on développe des attentes irréalistes. Depuis, j'ai eu le temps de revenir à une position plus équilibrée. Et malgré les quelques pas sur le côté, la fascination est restée. Et finalement, à bien y regarder, avec la psychanalyse jungienne, elle forme les deux piliers sur lesquels repose ma vision de la psyché. Et bien plus encore, elle structure mon rapport à la vie, au spirituel et à l'écriture. Mener une séance d'hypnose, c'est avant tout raconter une histoire à un patient. Une histoire assez forte pour lui faire vivre une expérience qui va changer sa vie. Tout un projet, non ? Un projet monumental auquel aspire tout écrivain, souvent sans oser se l'avouer. On a envie de toucher l'autre à travers notre histoire. Si dans la littérature technique et dans les essais, on peut aussi provoquer des émotions et des réactions, c'est presque un effet collatéral. On vise la tête et le lecteur voit l'information de l'extérieur, la juge et réagit. Dans la fiction, on l'amène à la vivre de l'intérieur, de manière directe. Bien sûr, plus ou moins directe, parce que ça se fait souvent à travers le truchement d'un protagoniste. Mais l'idée est de le pousser si près de l'action, ce lecteur, si près de l'écran, qu'à force, ils finissent par passer à l'intérieur. Une séance d'hypnose commence par une induction. On amène le client à tourner son attention vers l'intérieur. On veut qu'en dehors de notre voix, il oublie le monde autour de lui.
En lui demandant de fermer les yeux, on le coupe de ce qui l'entoure. On le fait se concentrer sur sa respiration, sur les sensations de son corps. Tout ça parce qu'on ne peut être à deux endroits à la fois. On ne peut pas être dans le monde, autour de nous, et à l'intérieur. Qui dit chevauchement dit compétition, dit dissonance, et on finit nulle part. Quand un film est bon, on en oublie la salle de cinéma, on en oublie même qui on est. On est perdu dans la scène, on fusionne avec le protagoniste, et ce qu'il vit, c'est ce qu'on vit. On se confond avec l'illusion, et à travers celle-ci, nous vivons des aventures complètement hors de notre portée quand on est juste dans notre peau. Pour le cerveau, ça ne fait pas vraiment différence. Réalité, fantasme, souvenir, projection, pour lui, et sa vision naïve au premier degré, c'est du pareil au même. Notre cœur s'emballe, comme notre respiration et nos hormones. Bien sûr, on peut toujours rompre l'ensorcellement à coups de commentaires et de rationalisation, tout comme nos pensées peuvent se mettre en travers de notre capacité à faire de l'expérience du présent et de tout ce qui peuple la réalité autour de nous. Juste comme ça, vous pouvez très bien être en train de vivre une belle histoire d'amour, mais vous avez un problème au travail, vous pensez à ce problème-là, et vous en oubliez votre partenaire. Et vos sentiments se retrouvent balayés pour être remplacés par des choses bien moins agréables. Poussons les choses un peu plus loin. À travers la radio, le cinéma, les livres et la télévision, l'homme a une vie d'une richesse incommensurable. Bien guidé, il peut faire des expériences véritables qui viennent compléter ce qu'on pourrait appeler sa vie réelle. Parce qu'au fond, ce réel, comme le reste, n'est qu'illusion, ce n'est qu'une histoire qu'on se raconte. On se base sur des faits, mais le ressenti, la manière de regarder ce qui se passe, c'est la mise en scène programmée par nos parents, la culture, notre signe astrologique, nos vies antérieures, le plan divin. Souvent vos croyances personnelles, vous pouvez laisser de côté ce que vous voulez. Deux personnes vivant exactement la même situation la sentiront de manière différente, influencées par ce qu'ils sont. Ils vont se raconter deux histoires, se croisant par endroits et s'éloignant à d'autres. L'hypnotiseur est à l'extérieur, il est une voix qui guide, mais il ne sait pas grand-chose de ce que son client voit, sent et vit. Son observation lui donnera quelques indices, généralement les grandes lignes, mais pour les détails, il est condamné à rester dans l'obscurité. L'histoire appartient au client. Elle est faite de sa chair et de son sang, elle est pur reflet de ce qu'il est. Chaque détail est puisé de l'intimité de ses expériences passées. Et ça peut être compliqué pour le thérapeute ou pour l'hypnotiseur de spectacle. Il doit apprendre à donner des indications précisées mais pas trop. C'est un mariage de raison, certes. Mais pour pouvoir rendre celui-ci fructueux, il doit laisser de la place à l'autre. Il doit lui laisser l'opportunité de vivre une histoire personnelle. Il doit lui donner du mou, une certaine latitude. Mais pas trop. Car sinon, le patient va faire dérailler l'histoire, happé qu'il sera par ses obsessions. Ne pas donner assez de latitude, c'est l'assommer de détails et l'empêcher de mettre de lui dans l'histoire, de le reléguer sur le banc de touche au rôle de simple spectateur passif. Non, le secret d'une expérience profonde, c'est un usager impliqué. Facile à dire, par contre à faire, c'est une toute autre histoire. Je ne cesse de me le répéter et pourtant, à la moindre occasion, je rajoute des détails, je privilégie ma vision devant l'expérience de mon lecteur. Et oui, là je viens de faire la transition entre l'hypnose et l'écriture, parce qu'en fait, il s'agit à peu près de la même chose. Une bonne manière de ménager la chèvre et le chou à ce niveau, c'est d'évoquer plus que de dire. Et même quand on dit, on peut le faire pour évoquer à un autre niveau. Qu'est-ce qui vous attrape le plus ? Il est en colère. Ou ses poings fermés passèrent du beige au rouge, au blanc. Il sentit ses mâchoires se souder, sa peau se faire brûlante et ses yeux menacés de sortir de leurs orbites. On décrit un comportement pour évoquer le sentiment vécu par le protagoniste. En se faisant poétique, mais pas trop abstrait, avec une métaphore bien placée, on donne à voir et à sentir, on donne les clés et le lecteur s'engage et complète. Oui, il faut donner de la latitude, de l'espace, mais attention, donner c'est donner, reprendre c'est voler. S'il y a une chose qui fait sortir le client hors de transe, c'est l'incongruence. C'est quand l'hypnotiseur lui dit de se représenter à un endroit où il a passé des vacances particulièrement reposantes.
que le client pense à la montagne et que l'hypnotiseur, quelques minutes après, lui parle de la sensation du sable sous ses pieds, de la fraîcheur de l'eau alors qu'elle vient s'enrouler autour de ses chevilles. Là, généralement, le client sort de l'expérience et de la transe. Souvent, il va même s'énerver contre celui qui l'a si mal mené. Et inutile de dire que la séance est passablement compromise. L'écrivain doit faire attention quand il présente un personnage. S'il ne le décrit pas dans la première minute, souvent le lecteur va se charger de combler les blancs. Il fixera de lui-même la couleur de ses yeux et de ses cheveux, sa posture et son poids. Et ça sera dangereux, surtout si, revenant à ses sens, l'auteur, quelques pages plus tard, commencera à glisser un détail en pleine violation de l'image que s'est faite le lecteur. Généralement, celui-ci est bien plus généreux et tolérant que le client de l'hypnothérapeute. Mais le contrat liant les deux personnes de part et d'autre de la page n'en restera pas moins égratigné. L'écrivain n'est pas réactif comme peut l'être celui qui souffle des rêves à ses patients à moitié endormis. Il ne voit pas son lecteur, il ne peut s'adapter à ses réactions. Sa parole est fixée une bonne fois pour toutes. Il n'a qu'une chance, à lui de ne pas la louper. Pour l'hypnotiseur comme pour l'écrivain, l'expérience de son récipiendaire est d'autant plus forte que celui-ci est absorbé dans son expérience. Plus le lecteur est pris dans les détails, plus le monde extérieur est tenu à distance. Et généralement, pour provoquer cette saturation, on s'occupera tour à tour des différents canaux sensoriels. Bien sûr, les détails visuels, ça va de soi, c'est dur de passer à côté. Pour l'auditif, on a bien sûr les dialogues, mais rajouter des bruits et des détails sur l'ambiance sonore est un plus. On peut ajouter à ça des informations olfactives, gustatives et kinesthésiques. Et quand on le fera, ça ne sera pas nécessairement de manière fermée et précise. Une évocation permettra au lecteur de se connecter à son vécu et à ses expériences passées. Et ça sera vraiment un plus. Pour que l'histoire soit touchante pour une personne, il faut s'adresser à ses sens, à ses tripes et à son cœur. Pas à son cerveau. Le cerveau, il dissèque, il sépare, il compare, et ce faisant, il sort le lecteur et l'hypnotisé de ce qu'il est en train de vivre. On ne peut pas expérimenter, vivre complètement son existence quand on rompt l'identification en rationalisant. Oui, quand on prend la voie bouddhiste et qu'on décide de mettre la souffrance de côté, on développe le détachement, on apprend à se voir faire et à prendre de la distance. Mais dans le cadre d'une expérience vivante, joyeuse comme douloureuse, le détachement est la dernière chose que l'on veut. Après coup, bien sûr, le lecteur pourra repenser à l'expérience passée, il pourra la creuser, s'interroger sur ce qu'il a vécu, mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, il faut qu'il s'accroche à chacun de vos mots. Pour aider les clients à faire des régressions, l'hypnotiseur utilise ce que l'on appelle un pont émotionnel. Dans le cadre d'un traitement d'une phobie, il ne va pas dire à brûle pour point « Rappelle-toi quand tu avais 5 ans et que tu étais dans ton lit et... » D'abord, il va demander au client de revenir sur une des dernières crises où ce dernier a vécu cette peur terrassante. C'est généralement récent, sinon le client ne serait pas dans son cabinet. La personne raconte et alors qu'elle le fait, l'émotion monte, tant si bien qu'elle est mal avant d'arriver à la moitié de son histoire. Si ça n'est pas le cas, c'est généralement qu'elle est dissociée, qu'elle donne un résumé, un synopsis, comme si elle lisait le descriptif Netflix d'un film. Alors on la guide, on l'amène à raconter ça au présent, à la première personne, et on lui demande de rajouter des détails sensoriels, on lui demande de se voir comme acteur de la scène et non spectateur. Ces jeux sur les pronoms et le temps sont aussi intéressants quand on écrit. Soyez attentifs sur la manière dont vous sentez quand l'auteur passe du présent au passé, quand il raconte son histoire en narrateur omniscient ou en protagoniste le nez collé dans le guidon. Bon, reprenons. La personne raconte ses déboires à l'hypnothérapeute, elle en proie à une vive émotion, et c'est là qu'on va lui demander de remonter la ligne du temps et de trouver d'autres moments où elle s'est sentie comme ça.
Et c'est facile pour le patient parce que l'émotion lui permet de faire le pont d'un souvenir vers un autre, vers un autre, vers un autre. Et comme ça, on finit par l'amener à revivre le premier moment, l'empreinte initiale. Le cerveau trouvera sans problème car l'organisation de la mémoire et surtout son accès se fait sur une base émotionnelle et non logique. Quand on est en colère, on trouvera facilement nos souvenirs de colère. Et même dans les autres souvenirs, on y trouvera de bonnes raisons de se mettre en pétard. Idem pour la peur ou la joie. Une fois qu'on est à l'intérieur d'un état émotionnel, c'est dur d'en sortir. L'écrivain, lui, devra anticiper l'état de son lecteur. Si le C roulant à toute blinde en cinquième, il cherchera à le mettre au point mort s'il a envie de lui faire faire une marche arrière. C'est dur sur la page de passer du rire aux larmes. Les changements d'ambiance et de gamme émotionnelle ne sont pas toujours aisés à négocier. Mais des fois, des choix incongrus peuvent avoir des effets surprenants. Un truc débile et inattendu peut rompre une ambiance pesante. Et désolé de l'annoncer comme ça, un gros P est des fois suffisant pour détendre autant les viscères que l'atmosphère. C'est tellement inattendu que le cerveau se retrouve confus, et là, l'inertie émotionnelle peut se retrouver neutralisée en une phrase. Ceci dit, pour certaines personnes, ce genre de procédé vulgaire peut les faire sortir complètement de l'histoire. Alors, certes, l'atmosphère pesante ne sera plus, mais le livre risque aussi de finir ses jours sous une fine couche de poussière. Pour le segment suivant, on va rester dans le domaine de l'hypnose, et on va se concentrer sur une technique où l'on va utiliser le rêve d'une personne pour arriver à aboutir à plus d'unité. Et on verra le lien entre cette technique et sur ce qui se passe sur la page écrite. Alors je vous dis à bientôt, ou à tout de suite.